poser la voix, et faire les commentaires qu'il faut, soit je le ferai et donc une fois qu'on aura choisi un sujet d'actualité, qu'on aura fait le script, tout ça, on va poser la voix et puis on va passer au montage. Et donc, on va vous inonder régulièrement de ces vidéos-là. Et c'est ça qui permet aussi à l'information de circuler de façon assez virale. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui lisent les journaux papier, même les sites Internet. Ils en lisent, mais quand l'article est long, ils lisent avec beaucoup de peine. Seule une infime partie des lecteurs peuvent lire des articles qui font 4-5 pages. Donc aujourd'hui, on fait une mise à jour de ce que le public ou l'opinion accepte facilement. Et tous les grands médias ont aujourd'hui ce format. Et donc, nous le faisions en partie. Maintenant, on va accélérer et faire beaucoup de vidéos. Peut-être que la technique n'a pas trouvé cette vidéo-là. Si elle a trouvé, on peut vous montrer un exemplaire de ce que on a posté aujourd'hui. Nous avons tourné ces jours-ci. On va continuer par tourner chaque semaine et puis on balancera les vidéos au fur et à mesure sur les sujets d'actualité. Bon. Ensuite, on va aller au Ghana pour parler de la criminalisation du sex job. Le Ghana, vous avez lu sur notre site internet un article, c'est d'ailleurs, on a fait une vidéo aussi là-dessus, sur le président ghanéen, John Mahama, qui s'est prononcé sur un phénomène qui avilit les femmes. C'est un phénomène qu'on a eu à dénoncer ici et qui a cours dans nos administrations, qu'elles soient des administrations publiques ou privées. C'est des phénomènes qui ont cours. On parle de la promotion des femmes au Togo, on parle de la valorisation des femmes. Dieu seul sait ce que les femmes endurent dans nos pays pour pouvoir accéder à un poste. Et une fois qu'elle a accédé au poste, même pour avoir de la promotion, il faut qu'elle aille coucher dans le lit de son patron, de son directeur, de son supérieur hiérarchique. On a vu tout le scandale qu'on a dénoncé ici à l'OTR. Je reviendrai sur le cas de l'OTR tout à l'heure. Et donc, c'est un phénomène qui n'est pas du tout acceptable dans nos sociétés. Et les femmes, vous savez, elles ont de plus en plus de mal à dénoncer ce phénomène-là. C'est vrai qu'il y a des mouvements de féministes, mais c'est une pratique qui est souillante, qui est par rapport à nos cultures. Les femmes n'ont pas le courage de dénoncer ces genres de phénomènes auxquels les hommes qui ont une parcelle de pouvoir dans l'administration publique comme dans l'administration privée les soumettent. Au Togo, les ministres, c'est leur sport favori. Ils s'enjaillent comme ils veulent sur les filles, ils se déchargent sur les filles. Et c'est aussi un mode de transmission des maladies, de toutes les pratiques les plus obscènes sur les filles. Alors, le Ghana a décidé de criminaliser cette pratique-là. Donc, si le président ghanéen, qui est le chef de l'État, et donc le garant des valeurs, parce que dans les constitutions africaines généralement, y compris au Togo, on dit le président de la République, il est le garant des valeurs. Et donc, il se bat pour que la jeunesse ne soit pas instrumentalisée, ne soit pas manipulée, ne soit pas pervertie. Il se bat pour que les femmes non plus ne soient pas perverties. Et donc, le président ghanéen, qui est une autorité assez respectable, qui connaît le sens d'être chef de famille, qui sait que il a des enfants, il a une femme, demain on peut soumettre ses enfants à ce genre de pratiques. Il a décidé, ensemble avec sa majorité, de criminaliser le phénomène. De sex for job. Donc, les gens qui, pour accorder un stage à une demoiselle, à une femme, pour donner du travail à une femme, pour faire la promotion aux femmes, sont obligés de faire des propositions pour coucher avec les femmes. C'est un abus de faiblesse.
Ça existe dans le code pénal. C'est un abus de faiblesse en réalité. Quand on utilise sa position d'autorité pour soumettre une femme à une pratique de ce genre avant de lui donner du boulot, c'est un abus d'autorité, c'est un abus de faiblesse, mais c'est aussi de la corruption, c'est une corruption de l'âme. Et donc, le Ghana a décidé de criminaliser ce phénomène-là. Et j'espère que ça fera tâche ailleurs, comme chez nous, où tout le monde sait comment les femmes sont utilisées dans notre pays au Togo, dans les bureaux, dans les administrations, que ce soit au niveau du privé comme au niveau du public, comment nos jeunes sœurs, certains de nos mamans sont exploitées sexuellement par les hommes avant de leur donner de la promotion. Donc, voilà ce qui se fait ailleurs quand c'est une bonne chose, puisque la pratique est générale, il faut qu'on décide d'en parler. Et donc, les femmes au Togo, vous devez faire un effort de briser le silence et parfois de faire des témoignages, même si ce sont des témoignages anonymes, pour que nous dénoncions tous ceux qui se livrent à ce genre de pratiques. Je sais qu'il y a des ministres qui sont au gouvernement, ils ne font que ça avec les jeunes filles. Même dans leur bureau, ils font n'importe quoi, des pratiques tellement obscènes avec les jeunes filles. Et il y a plein de jeunes filles aujourd'hui dont les vies sont détruites à cause de ces messieurs-là, qui, je vois parfois, certains sont à l'église en train de prendre de la communion. Il y a des ministres qui sont dans des trucs comme ça. À un moment donné, il faut qu'on décide. La seule arme qu'on a, si on a des éléments de preuve, on a des témoignages, d'exposer ces gens-là, parce que ces gens-là ont aussi des enfants. Ils ont des filles parmi leurs enfants. Et ils ne peuvent jamais accepter que quelqu'un fasse pareil avec leurs enfants. Et donc, ces gens-là, à un moment donné, il faut qu'on commence par les dénoncer publiquement. Et quand l'opinion va porter un regard sur eux, ils sauront que la nature a des lois et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, on dit félicitations au gouvernement ghanéen qui a décidé de criminaliser le sexe pour l'emploi, le sexe for job. Donc, au Togo, c'est pareil. Il faut que nous ayons le courage de dénoncer tous ces bandits-là qui font ce genre de choses avec les filles et qui sont des criminels en costard, qui sont dans les bureaux, dans les banques, dans les administrations publiques et privées, dans les grands services et qui ne réfléchissent que par le sexe. Leur tête, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, un peu d'argent, pour eux, il faut se décharger sur les femmes, y compris les jeunes enfants, les femmes d'autrui et tout ça. Notre pays est un pays qui est en perdition sur le plan des valeurs. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable que les dirigeants ne peuvent pas incarner des modèles de valeurs. C'est ça qui nous manque au Togo, puisque les dirigeants eux-mêmes sont dans ces genres de pratiques. À partir de ce moment-là, c'est des pratiques qui sont généralisées. Dès que quelqu'un accède à un poste de responsabilité, son premier réflexe, c'est de coucher avec sa secrétaire, c'est de coucher avec une de ses collaboratrices, c'est de coucher avec ci, c'est de coucher avec ça. On ne se pose même pas la question de savoir si ces femmes-là, elles sont mariées ou pas. Et ce n'est pas normal. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à ce qui s'est passé au Ghana. Alors, on va revenir à Lomé, on va aller à Dapaon. On va aller à Dapaon, pourquoi? Parce que il y a de cela quelques semaines, j'avais fait plusieurs lives ici pour vous parler des difficultés des agriculteurs, nos frères qui sont à Dapaon, les agriculteurs qui sont à Dapaon, et qui ont de la peine à écouler les produits de leurs champs, donc les céréales qui sont emmagasinés, qui sont dans les magasins, qui pourrissent et tout ça. On a même fait un article et je pense que j'ai fait un live là-dessus. Et depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Le paradoxe, c'est que quand la Chine ou le Japon ou je ne sais pas quel pays encore nous envoie du riz gratuitement, nous avons nos paysans qui sont à l'intérieur du pays, qui ont des stocks du riz, qui ont des stocks de soja, qui ont des stocks du haricot et du maïs, qui sont en train de pourrir parce que justement, il y a des décisions, je ne sais pas, des décisions irresponsables qui ont été prises au niveau de l'État, qui empêchent ces paysans-là d'écouler les marchandises, les fruits de leur labeur et pouvoir gagner de l'argent pour payer même les microfinances. Parce que les gens qui sont à l'intérieur, parfois, ils vont faire des prêts pour pouvoir payer les champs, payer les métayers, payer les tracteurs et tout ça. Et donc,
moi, je croyais que le phénomène ils ont dû prendre des dispositions pour mettre fin et aider les paysans à écouler les marchandises. Il n'en est absolument rien. Et ensuite, le deuxième sujet, on a parlé des tracteurs ici, il y a 2 semaines. Quand Ford est allé prendre des photos devant quelques tracteurs à Tchitchao là-bas, je vous ai dit d'où venaient ces tracteurs-là, que c'est des tracteurs qui étaient dans le pays depuis 1 an et demi. On demande aux paysans de venir les acheter à 6 millions. Les coopératives n'ont pas d'argent. C'est des gens qui ont été escroqués. Et donc, ces tracteurs sont entreposés à la direction régionale de l'agriculture. Et quand ils ont voulu faire leur cinéma, ils ont ramené tous ces tracteurs-là à Tchitchao. Et vous allez entendre les agriculteurs qui parlent des difficultés qu'ils ont à trouver des tracteurs pour labourer leurs champs. En ce moment-ci, où c'est la saison pluvieuse et c'est la saison des champs qui commence. Certains vont même louer les tracteurs au Ghana. Vous imaginez ça? Certains vont chercher les tracteurs au Ghana, d'autres, ils n'ont pas les moyens pour s'offrir ces tracteurs-là. Ces vidéos ont été réalisées par nos confrères de la Bali, le site Internet. Et comme cela corrobore tout ce qu'on a eu à dire ici, j'ai tenu à vous passer ces vidéos-là pour que vous voyez les difficultés que rencontrent nos compatriotes à l'intérieur du pays pendant qu'on met des milliards dans le ministère de l'Agriculture à ne rien faire. Et donc, ils ont parlé en langue locale et puis il y a une transcription immédiate. Donc, écoutez les vidéos. Tracteur que vous voyez. Et tout bateau ne to ko pa ba ko ba bi ipul be to ko sina be atel anyale wonta masan to wana dosa an ke pambe na tanne malon do isan ke pambe na tanne to ko nan lola ke ba ko nan na be o to ta na la han para gana bi le do ka pai ko da sa to ko sai mun ga gani nyam bonne de so etar ne mun etala ba garana tuta na informatum que le fruit di que inya mabanni mar que ituna saligi le fruit to wa ta bana age mo na be bana ko ko ba wa kwa ba ko tulawa le so ma wa bana nga nyanka ako ba o ma bi ka nga le ro wa ma we bi bana nga afro ka wa na le tembra bana pinta ke pa fruto da ka atumbe abendo ba to da kan telan ba fruit manga wa mana ka balan wa gela ba ko be ne gele an bo ko sina ka be ko ba le beto wa ka ido ne buna do ko tele to o tana ngam buna da ka so ya ba so bi ai le mamma ba wa aje bon sanda ka fruit ko da wa ko nga lo ba to ma ba tie ka to ko te la tra lo bana wa kana be ma be te pa lo wa akpan to ko akpan tra to ko kan la wa ba tang pya ne ko to ga na fo ka la wa ma le bol ma ba to ta unda ga do la ngan le ke le ga peng man pu kan ton na ning le bonga nga diki ti sam ne ga na ka ti sa tin de ti kan di na ne ka mode ka be te ja tin de so yi ya br limba de temba ba pa aligi kuanga ji dum fumbu limba la aji si ba ka bu be nyene lola ka ba na nga wana money hectare tien ne ti ta pa le ligri ye wa baba na nga temi ti pa le ligri ye ti pon pa ne ya ti ji bu tin le mabre balga bunchen bana nga nya ko ba bi chamba bana nga nya ko mene ma ko pa bo hoy mo ya aba nan tim nan kon pam kwana ne bana ba ka ko bana anta nka fi wan bana na fi dum bom bik nkon ko pa bon ko karatu ba te ba mbe de tu yete nga ya ti ko pa nkwa ko pa ba na tin na ton te ter ka okay an ka mo ti ala ton ke tu nkwa ne tin kwa Ces jours-ci, les hommes ne dorment pas, du semelle sur chacun, parce qu'on avait pris des crédits pour produire le maïs. Et le maïs, personne ne veut pas. Cette année,
chacun de nous se dit, est-ce qu'on peut encore faire le champ? Parce que on fait le champ, on produit nos produits, ça dort, on ne vend pas. Ils disent que cette année, on va faire comment pour faire encore le champ? Aujourd'hui même, j'ai un petit frère qui m'a dit que si c'est même bissap qu'on va faire et après vendre, que c'est mieux d'aller prendre des crédits après le SMIC nous poursuit. Ces jours-ci, les hommes ne dorment pas. Le SMIC suit chacun parce qu'on avait pris des crédits pour produire le maïs. Et le maïs, personne ne veut pas. Tu amènes ça dans le pays, on ne veut même pas. Et d'autres disent que 300 le bol. Et si tu vends même 40 sacs, tu ne peux pas rembourser ta dette. Et les hommes, cette année, tout le monde est dans les doutes. On ne sait plus quoi faire. Et les bonnes femmes qui venaient ici nous acheter nos produits, on les appelle, ils disent que les autorités ont refusé d'évacuer les produits vers d'autres pays, là où ils ont besoin. Donc, pour cela que eux aussi, ils n'ont pas de là, ils ne peuvent pas acheter, aller stocker. Que même leur stock de l'année passée, ça dort. Et cette fois-ci, on ne sait plus quoi faire parce que nos partenaires, ceux qui nous donnaient des crédits pour faire le champ, s'ils viennent, tu leur montres les produits, disent qu'eux aussi ne savent plus quoi faire. Donc, j'avais abordé la directrice de l'USMEC, je lui ai en parlé. Parce qu'il m'avait parlé de mon crédit, je lui ai dit, il y a le produit qui dort. Lui aussi, il avait appelé une bonne femme vers Lomé. Il disait, écoute, de laisser affaire de maïs là. Je lui ai dit, bon, maintenant là, tu me dis de payer crédit. J'ai les produits, j'en pas pu vendre. Comment je vais faire? Si ce n'est pas ceux qui sont un peu des vieux, je suis sûr que cette année, toute la jeunesse se retrouvera là en aventure. Parce que quel jeune va rester travailler, il ne doit pas trouver quelque chose pour faire ses besoins. Donc, je pense que c'est les parents seulement qui vont rester dans les villages. Moi-même, c'est très étonnant parce que les autorités, je peux dire qu'ils ont oublié les cultivateurs du Togo, surtout dans la savane, ils nous ont oubliés. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que il y avait un jour que le préfet sillonnait dans des cantons pour des rencontres, pour rencontrer la population. Et le jour J, nous sommes sortis massivement. Nous, on pensait qu'ils vont donner la parole à chacun de dire ce qui est ses plaintes. Le jour J, ils ont dit que non, qu'ils sont occupés, qu'ils ne veulent pas des questions. Et nous, on ne sait pas pourquoi on est sorti maintenant. Il ne nous a pas, lui, il a donné ce qu'il a. Il n'a pas reçu pour nous. Tu vois, parce que le jour même, les hommes ont avancé parler de ces méventes-là. Bon, ils ne nous ont pas écoutés. Je ne sais pas pourquoi. Ce que moi j'ai à leur dire, nous tous, nous sommes des Togolais. On veut le développement. Ils n'ont qu'à aussi voir notre cas. Je prie que le gouvernement, même notre président du conseil des ministres, n'a qu'à au moins mettre face vers les producteurs. Même si c'était possible, lui-même pouvait au moins faire des pas chez des producteurs pour voir la réalité qui se trouve à la base. Sinon, franchement, ici, non, nous sommes détruits. On ne vit plus. Parce qu'on dit qu'on est en paix, mais les producteurs ne vivent pas. Parce que tu dois prendre 18 100 francs pour aller acheter un sac d'engrais. Maintenant, pour vendre le sac de maïs, on te donne 12 500. 2 sacs de maïs pour avoir un sac d'engrais. Vous voyez que notre savane ici, les sols sont pauvres. Je prie beaucoup de voir le producteur aussi, comment on va faire pour vivre ensemble. On vit bien, nous on ne vit pas bien. Est-ce que c'est bon? La population aussi va diminuer parce que on comptait sur la jeunesse. Ceux qui ont la force vont fuir, laisser les vieux. Demain, est-ce que on peut trouver encore ceux qui vont travailler, on va manger? Donc, il faut que nos autorités voient dedans pour que les produits puissent sortir dans les meilleurs délais, pour que les cultivateurs aussi n'ont qu'à faire leur travail. Parce que nous, si on travaille. Donc, voilà le drame que vivent les paysans, les cultivateurs dans la région des savanes et certainement dans d'autres régions du Togo. Et c'est une région qui est déjà très affectée par ce que vous savez, donc le djihadisme et tout ça. Et c'est une région, l'une des régions, c'est la région la plus pauvre du Togo.
Et donc, aujourd'hui, les paysans ont produit, ont cultivé, ont produit, et les produits sont dans les magasins en train de pourrir. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays où les gens ont faim, dans un pays où il y a la malnutrition, où les populations ont de la peine à manger 2 fois par jour, les paysans produisent et n'arrivent pas à écouler ça. Et les produits sont dans les magasins, dans leurs chambres en train de pourrir. Du maïs, du soja, du haricot, du mil, tout ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Si ce n'est pas la faillite même de la gouvernance, que des gens produisent, parce que l'agriculture, à ce que je sache, c'est 40% de l'économie. Donc, si les agriculteurs qui se battent déjà, qui vont faire des prêts pour pouvoir travailler à la force de leurs bras, ne peuvent pas jouir des produits de leurs efforts et que les jeunes soient obligés de quitter cette région-là et aller vers le Ghana, c'est quand même incroyable. Et ils l'ont dit, ils vont chercher les tracteurs au Ghana. Ceux qui ne sont pas trop loin de la frontière, c'est au Ghana qu'ils vont chercher les tracteurs pour venir labourer leurs champs. Et pourtant, on nous a montré la dernière fois, la veille du 27 avril, des tracteurs à Tchitchao pour dire que oui, le Togo a mis beaucoup d'argent pour la mécanisation de l'agriculture. Je vous ai dit que c'est une supercherie. Voilà les témoignages. Voilà les témoignages. Donc, si le Ghana n'avait pas bien organisé ses agriculteurs, puisque ce sont les mêmes peuples, les gens des frères de l'autre côté de la frontière, est-ce qu'eux, ils vont aller chercher les tracteurs chez leurs cousins au Ghana pour venir labourer les champs au Togo? C'est quand même incroyable. Et donc, c'est un pays qui est laissé totalement à l'abandon. Il n'y a que des mots, des phrases, des slogans qu'on balance dans l'opinion, mais dans les villages, dans les localités, les gens sont dans une situation de détresse totale. Voilà des gens qui ont produit, ils ont produit. Il y a beaucoup qui ont des céréales dans leurs magasins. Et le céréal est en train de pourrir dans les magasins. C'est ça la réalité du Togo. Loin de tout ce qu'on raconte aux gens. Ce sont les paysans, vous avez vu ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils veulent même que le président du conseil, je ne sais pas quoi, lui-même vienne voir la réalité. Que lui-même, il descende, peut voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain, comment ils vivent, et qu'eux, ils ne vivent plus dans la région des savanes. Et je suis sûr que dans d'autres localités du Togo, c'est pareil. Et avant de quitter la région des savanes, je vais vous montrer une école qui a été... je ne sais pas, qui est aussi laissé à l'abandon, EPP Talkenchete de Barkwasi, où il y a une partie de l'école qui a été emportée par, je ne sais pas quoi, voilà une des écoles, toujours dans la région des Savanes, EPP Talkenchete vers Barkwasi, où les enfants, ça ce sont les enfants de la République, les enfants de la République, c'est une richesse de la République, comme on le dit partout. Ils seront les cadres de demain, ils seront les décideurs de demain. Voilà dans quelles conditions ils vont à l'école. Certains vont à l'école dans certains villages. On avait montré plein d'autres écoles, c'est parce qu'on est à Dapaon avant de partir que je montre ça. Et vous voyez ça? La dernière fois que nos ministres sont allés au Kirghizistan, on aurait pu faire juste l'économie des dépenses de ces 13 ministres-là, qu'on devait construire 2 grands bâtiments scolaires de 4 classes pour une école comme ça. Si on suppose, mais on peut même construire plusieurs bâtiments scolaires. Si on prend l'argent de 2 ministres au cours de ce voyage au Kirghizistan, qui n'a rien rapporté au Togo, on va construire 2 bâtiments, pas 2 salles de classe, 2 bâtiments scolaires pour régler le problème de ces enfants-là qui sont dans la nature en train d'étudier à la merci du vent, du soleil, de l'eau, de la pluie et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça quand on a des hommes de vision à la tête d'un pays. C'est-à-dire, on rationalise les ressources et puis on dirige les ressources vers les besoins immédiats. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire du tourisme un peu partout dans le monde. Fort, il était... quand Fort a quitté Kirghizistan, donc la semaine qui s'est passée, il est passé par Milan. Il est rentré à Lomé. Il a fait le conseil des ministres. Jeudi, il est reparti à Milan. Il est rentré actuellement. Il vient d'atterrir à Lomé. Je pense qu'il y a à peine 2 heures de temps qu'il a atterri. Donc, depuis jeudi, il est reparti à Milan. Et donc, quand on prend le coût de tous ces voyages-là, on va faire un forage quelque part, on va construire une salle de classe quelque part, on va construire un dispensaire quelque part pour sauver des vies humaines. C'est vrai que, bon, lui fait le tour Lomé-Milan, certainement pour d'autres raisons que je vous dirai plus tard, mais ces fréquentations à Milan, ça devient de plus en plus raccourci, rapproché, et bon, on sait plus ou moins ce qui se passe, mais bon, je ne vais pas dire tout ça aujourd'hui, mais
Et tout ça, c'est des dépenses inutiles. On amène 13 ministres au Kyrgyzstan. On ne ramène rien au pays. Mais voilà les conditions dans lesquelles ces enfants-là fréquentent. Si on prenait un seul billet d'avion d'un seul ministre parmi les 13 là, on aurait déjà retapé ces salles de classe pour permettre à ces enfants de la République d'aller à l'école. C'est ça la réalité, malheureusement. Si on sacrifiait un seul ministre dans ce voyage-là, on aurait déjà construit cette école-là en bonne et due forme pour que les enfants aillent à l'école. Bon, écoutez, parfois, on va revenir, on va quitter Dapon. Bon courage à nos frères qui sont à Dapon là-bas. Beaucoup de courage à vous. Vraiment, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup de courage à vous. Ça va aller. C'est la République. Alors, il y a quelques années, il y a eu une soi-disant initiative qui devait permettre à plusieurs Togolais d'être formés ou de s'inscrire pour le permis de conduire pour les motos, permis de conduite pour les motos. C'était au temps où il y avait M. Agbokwe, paix à son âme, qui était à la direction du transport routier. Et donc, ils avaient lancé un truc en disant que oui, il faut que les gens aient les permis pour les motos. Ils ont demandé aux gens d'aller s'inscrire. Non. Je sais pas. Je sais pas. Pour les histoires de filtres, je sais pas. Je sais pas si j'ai activé quelque chose. Je sais pas manipuler trop le TikTok. Il faut que je retrouve ce document-là que je vais vous lire en direct. D'accord. Merci à la technique. Je vais vous lire le document. La technique peut projeter les courriers de permis. Parce qu'il y a des choses qui se passent au Togo qui ressemblent à de l'escroquerie. Voilà. Premier document, c'était le 14 septembre 2019. Ministère des Infrastructures et des Transports, République togolaise. Direction générale des transports, direction des transports routiers et ferroviaires, à l'attention des auto-écoles. Sur la formation pour l'obtention de permis de conduite catégorie A, le directeur des transports routiers et ferroviaires porte à la connaissance des promoteurs d'auto-écoles que dans le souci de permettre aux conducteurs de véhicules à 2 roues et assimilés d'avoir une formation de qualité, gage de la réduction des accidents sur nos axes routiers, le gouvernement togolais a pris la décision de procéder d'abord à la définition de l'élaboration du contenu de cette formation avant de confier cette noble et lourde responsabilité au moniteur. Bon, ça, c'était Agbokwe qui a écrit ça. C'était un communiqué qu'il avait fait sortir pour rappeler aux moniteurs que pour le moment, la formation n'a pas encore commencé, qu'ils peuvent attendre. Voilà le communiqué. Le communiqué pour la formation, lui, date de 3 septembre 2019, signé par Mme Kassa Traoré. Le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des conducteurs de véhicules à 2 roues et assimilés qu'en prélude à la date de mise en vigueur de l'application de la mesure de la répression de la conduite sans permis de conduire et de la catégorie A, il sera procédé à des sessions de formation en vue de l'examen des 10 permis. Les inscriptions pour la formation se dérouleront du 2 au 20 septembre 2019 dans les services ci-après, à Lomé, à la direction des transports routiers ferroviaires, à la direction des affaires communes des départements ministériels, à la délégation à l'organisation du secteur informel, au niveau des préfectures, dans les bureaux de chaque préfecture, à la DOSI de chaque préfecture, au niveau régional. Les inscriptions se font sur présentation des pièces suivantes. La photocopie non légalisée, la photocopie 2 photos de passeport, la photocopie tout ça. Et il y a eu, les gens se sont inscrits à 8 000 francs. On peut voir le reçu de quelqu'un qui s'est inscrit
à 8 000 francs. Voilà. Ça, c'était au niveau de la DOSI. Les gens ont payé 8 000 francs pour cette formation de permis de conduire. Et depuis, plus rien. Et depuis 2019, il n'y a plus de suite. Ils ont pris l'argent, personne n'a été formé et on n'a pas restitué l'argent à ceux qui ont payé cette quittance-là. Et 8 000 francs, s'il y a 1 million de Togolais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en moto, qui ont payé les 8 000 francs, ça fait 4 milliards. S'il y a 1 million de Togolais qui ont payé les 8 000 francs, ça fait 4 milliards. S'il y a 2 millions de Togolais qui ont payé les 8 000 francs, ça fait 16 milliards. Et cet argent n'a jamais été restitué. La formation n'ayant pas eu lieu, ils n'ont jamais restitué cet argent à ceux qui ont payé. Voilà comment l'État anarque les citoyens. C'est-à-dire l'État invente une histoire pour anarquer les citoyens, faire les poches aux citoyens, c'est-à-dire prendre l'argent dans les poches des citoyens. L'État fait les poches aux citoyens. Et ce n'est pas normal. Donc, c'est une situation qui était là depuis longtemps et personne ne s'en souvient. Et les gens qui ont été anarqués, ils sont là et puis bon, voilà, ils sont là. Donc, j'espère que, voilà, il n'y a jamais eu... l'argent a disparu. Ils se sont partagés l'argent. Ils se sont partagés l'argent. Donc, voilà. Ça, c'est aussi malheureusement le Togo. Hein. C'est malheureusement le Togo. Voilà. Et on continue. On va aller à Idranawe, le marché d'Idranawe. On va parler un peu de l'EPAM. Les gens de l'EPAM, c'est des récidivistes notoires. C'est des gens, compte tenu de l'impunité qu'ils bénéficient de la part de celui que vous connaissez dans le pays, ces gens-là, ils n'ont pas de limite dans leur méthode de se servir au détriment des marchés publics, au détriment des femmes qui sont dans le marché, au détriment du cadre de travail des femmes, au détriment du cadre de vie des femmes. L'EPAM, c'est une structure qui produit beaucoup d'argent, énormément d'argent, ne serait-ce que seulement en allant prendre les tickets chez les femmes, les taxes, juste. Ce n'est pas une société qui investit dans quoi que ce soit pour produire de l'argent, mais c'est une société qui va juste collecter de l'argent et ils collectent beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les recettes annuelles de l'EPAM sont autour de 120 millions par an. 120 millions, avec les deux grands marchés de Lomé, sont autour de 120 millions. Et chaque 3 mois, les responsables de l'EPAM se réunissent pour se distribuer de l'argent gratuitement, qu'ils appellent les primes d'incitation, alors que les femmes sont dans la boue, les femmes sont dans les poubelles au grand marché, il n'y a pas de toilettes. Alors que cet argent, s'il était bien géré, on aurait pu paver les marchés, mettre du pavé, je ne sais pas, du goudron dans les marchés, assainir les marchés pour que nos mamans ne travaillent pas, parce que c'est leur lieu de travail, ne travaillent pas dans la boue, dans les saletés. Mais chaque 3 mois, les responsables de l'EPAM et du ministère de l'Intérieur, je parle de l'administration territoriale, et ceux de gouverneurs, ils se partagent de l'argent chaque 3 mois. Et ils font ça 4 fois par mois, ils appellent ça prime d'incitation. Après, quand ils vont dans leur réunion du conseil d'administration, ils se partagent encore de l'argent et que c'est les PAM qui payent. Il y a 8 jours, bien plus d'une semaine, ils se sont encore partagés 21 millions. Ils se sont partagés 21 millions. Pendant ce temps, vous allez au grand marché de Lomé, à Daoulato, à Tikpodi, tout ça, les femmes sont dans la boue, en train de vendre. Quand il pleut, c'est dans la boue que les femmes vendent. Vous allez à Idranawe, c'est une catastrophe, le marché de Idranawe. Et pourtant, le marché de Idranawe fait des recettes jusqu'à 48 millions par mois. Le marché de Idranawe seul fait jusqu'à 48 millions par mois. 48 millions que le marché de Idranawe fait par mois. Et ce marché-là est dans un état catastrophique, totalement catastrophique. Et vous allez voir, quand il pleut, à quoi ressemble le marché de Idranawe. On va vous montrer, il y a beaucoup de vidéos. C'est quand il pleut, voici ce que ressemble le marché de Idranawe. Dans une capitale, à quelques 500 mètres du domicile de Faure Gnassingbé, de la présidence. Voilà à quoi ressemble le marché de Idranawe. Quand il pleut, vous ne verrez ça nulle part quelque part. Et la situation ne s'arrange jamais. Chaque année, c'est pareil. Parce que quelqu'un a eu l'idée d'aller créer une retenue d'eau dans le marché.
Et quand on parle de ces choses-là, on ne sanctionne personne. Et donc, eux qui sont à l'EPAM, plus le ministère de l'administration territoriale, chaque 3 mois, ils se réunissent, ils se partagent de l'argent. Donc, eux, ils ne produisent pas l'argent. Eux, ils vont juste collecter l'argent chez les femmes. Au lieu d'améliorer le cadre de travail des femmes qui sont dans les marchés, ils se partagent cet argent. Ils sont devenus des super riches. C'est comme, voilà, des gens qui font de la tontine et chaque 3 mois, ils se réunissent, ils boivent un peu du champagne, ils se saluent et puis on dit, bon, faites une réunion, faites un PV, on partage l'argent rapidement et chacun va chez lui. Donc, il y a 8 jours, ils se sont encore partagés 21 millions. Et tant que les femmes du Togo travailleront dans ces conditions-là, que ce soit au grand marché d'Adaoulato ou au grand marché de Djiraoui, je vais toujours vous dénoncer jusqu'à ce que vos oreilles, vos tympans soient cassés. Parce que c'est anormal que nos mamans soient dans les marchés et ceux qu'on a mis à la tête de l'EPAM, qui sont même des gens qui sont venus de la fonction publique. Ce n'est même pas les femmes qui se sont réunies pour choisir leurs dirigeants. C'est des gens qui sont venus de la fonction publique et qui s'enrichissent sur le dos des femmes. Et comme si cela ne suffisait pas, l'EPAM se permet, dans ces conditions lamentables, d'augmenter les prix des boutiques au grand marché de Djiraoui. Les boutiques environnantes qui appartiennent à l'EPAM au grand marché de Djiraoui, l'EPAM a envoyé une lettre à tous les locataires pour leur dire que les boutiques qu'elle leur louait à 45 000, elles portent le coût de la location à 60 000. Dans ce Togo-là, où les commerçants ont toutes les difficultés à joindre les deux bouts, les boutiques étaient déjà louées à 45 000. Les femmes n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a les taxes de la mairie, il y a l'OTR, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et ces boutiques sont même en mauvais état. Certains toits sont en train de tomber, ça coule, les travaux ont été mal faits. Et maintenant, les PAM augmentent le loyer à 60 000, de 45 000 à 60 000. Mais si ce n'est pas pousser les gens à mettre la clé sur le paillasson, quel est cet objectif-là? Encore que quand vous prenez cet argent-là, ils font rien avec cet argent, ils se retrouvent dans les ministères et ils partagent cet argent. Le ministre de l'administration territoriale est un grand profiteur de tout ce qui se passe à l'EPAM. Il a, à chaque fois qu'ils font une réunion, il a toujours sa part, les jetons de présence. Le ministre de l'administration territoriale, son frigo qui est au ministère, c'est l'EPAM qui l'a acheté. C'est l'EPAM qui lui remplit le frigo chaque semaine. Du vin, des sucreries, tout ce qu'on peut mettre dans le frigo du ministre, c'est l'EPAM qui achète. Et pourtant, le ministre, il a son salaire de ministre, il a aussi les fonds de son hôtel de ministre. Mais c'est l'EPAM qui s'occupe de tout ça. Et le ministre de l'administration territoriale prend 1000 litres d'essence auprès de l'EPAM chaque mois. 1000 litres d'essence au prix du gasoil. Le ministre de l'administration territoriale, il prend 1000 litres d'essence auprès de l'EPAM, au prix du gasoil. Puisque la directrice de l'EPAM elle-même, elle a plus de 700 litres, 700 litres chaque mois. Elle a 400 litres pour elle-même et je pense 300 litres pour son véhicule personnel. Je ne sais pas la différence qu'il y a entre elle et son véhicule. Donc, elle a 700 litres de carburant et le ministre, lui, a 1000 litres de carburant au prix du gasoil. La gouverneure de Grand Lomé qui vient d'arriver a aussi sa dotation et comme par hasard, puisqu'ils ont plus de recettes, mais ils ne font aucun travaux, ils ne font pas de travaux pour améliorer les cadres de vie des femmes. Le carburant, le coût du carburant était 48 millions je pense 48 millions ou 40 millions par mois. Ils ont porté ça à 60 millions. Ils ont porté les dotations en carburant jusqu'à 60 millions. Parce que c'est là-bas qu'ils font la fraude. C'est sur le carburant qu'ils font la fraude. Au Ghana, avec la crise que nous connaissons, le président est en train de rationaliser tout ce qui est carburant, les bons de carburant, tout ça. Au Bénin, Talon avait fait pareil. Au Togo, c'est sur les carburants qu'ils font la fraude. Donc, un ministre qui est déjà en fonction, qui a déjà les avantages liés à sa fonction, parce qu'il est le président du conseil d'administration de l'EPAM, et on lui fait un double traitement. Et quand il a un membre de sa famille qui a des problèmes, ou bien un de ses proches qui est décédé, il informe l'EPAM et c'est l'EPAM qui organise les funérailles. Comme ça va se passer bientôt, parce qu'il a perdu des gens dans sa belle famille. Et il a informé officiellement l'EPAM. Donc l'EPAM va prendre en charge les funérailles. Et c'est ça la République. Et quand on le dit, personne ne dit rien, mais les femmes qui payent les taxes sont dans l'eau, sont dans la boue en train de vendre.
C'est quelle image vous envoyez du pays? Même si vous voulez voler, mais arrangez au moins les endroits où vous prenez les taxes. Améliorer les conditions des femmes, là où les femmes travaillent dans les marchés. Mais il doit paver, faites les pavés, faites l'assainissement. Pour que quand les gens vont dans les marchés pour acheter, les gens marchent au moins sur des pavés. Vous avez de l'argent pour faire ça. Donc, chaque mois, vous vous rassemblez, vous partagez l'argent et chacun, selon son grade, a de façon proportionnelle les bons d'essence. Il y en a ceux qui ont 1000 litres, comme le ministre, la gouverneure aussi 1000 litres, la dame qui est DG, elle a 700 litres, le directeur adjoint aussi a une part, le comptable a une part, les gens, il y en a ceux qui ont 200 litres, 300 litres et tout ça. Et c'est ça le Togo. C'est des méthodes de pillage organisées. En tout cas, on verra bien. On verra. Alors, on va parler de l'enclivie. Voilà. Le fameux l'enclivie. Il y a un an, dans la foulée des manifestations de M66, on a longuement parlé de l'enclivie. Cet individu sulfureux qui est apparu sur les écrans et qui a commencé par lancer des menaces, menacer les jeunes de son quartier, ceux qui participaient aux manifestations à Dakpam et tout ça. Et j'avais mis les projecteurs sur cet individu-là en disant que il est en train de jouer un peu au Django, mais il risque d'avoir des ennuis. Alors, l'enclivie, c'est le chef du quartier de Adakpam et Kolas, je pense que c'est ça. Et les conditions même de sa nomination comme chef de quartier étaient controversées. C'est le maire Gomado qui un jour lui a remis un arrêté en catimini dans son bureau. C'était à la veille je pense, des Evala. Et une fois installé dans ses attributs de chef de quartier, l'enclivie, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, a commencé par semer la zizanie dans toute la zone. Et c'est quelqu'un qui a créé des sociétés et il prend des marchés dans l'administration, il prend des marchés de BTP, tout ça, alors qu'il n'a aucune expertise en BTP. Et il a un peu d'argent et il use de la corruption. Donc, il a fidélisé les autorités, il a quelques journalistes qui l'accompagnent, donc il donne beaucoup d'argent aux gens pour écrire un bien sur lui, alors que c'est un escroc, c'est un individu controversé, sulfureux, qui était en prison au moins 2 ou 3 ans, qui a été en prison pour faux et usage de faux escroquerie. En temps normal, ne serait-ce qu'il est passé par la case prison pour faux et usage de faux, si on faisait des enquêtes de moralité au Togo, il n'aurait jamais dû être chef de quartier. Mais pourtant, il a usé des méthodes de corruption au niveau du ministère de l'administration territoriale. Il a aussi quelques barons qui l'ont appuyé pour pouvoir obtenir ce décret-là. Le ministère de l'administration territoriale aujourd'hui, c'est l'un des ministères les plus corrompus de la République. Les plus corrompus, en commençant par le ministre, son cabinet, jusqu'à la direction de la décentralisation, la direction des cultes. Il se fait que ce sont les mêmes individus qui sont là-bas. Et c'est des gens corrompus qui prennent de l'argent pour créer des problèmes dans les successions de chefferies, dans les villages, dans les cantons, qui créent des problèmes au niveau du foncier, qui créent des problèmes au niveau même des cultes, des églises et tout ça. C'est des gens extrêmement corrompus. Même pour avoir des récépissés d'association, il y a des gens qui leur donnent de l'argent. C'est l'un des ministères les plus corrompus aujourd'hui et qui sème la zizanie sur l'ensemble du territoire à travers les problèmes de chefferie. Et donc, l'enclivie a réussi, on ne sait pas quel moyen, et c'est clair que ce n'est pas la corruption, à se faire attribuer ce décret, cet arrêté de nomination. Et dès qu'il a été nommé, il a commencé par pousser des ailes. Il a commencé par pousser les ailes et il voyait plus loin. Il a commencé avec ses complices au ministère de l'administration territoriale à faire passer des informations comme quoi le chef canton de Baie, donc à Klassou,
n'a pas la poigne et la capacité de tenir le canton parce que le canton est très grand et qu'il faut diviser ce canton en deux parce qu'il rêvait, lui déjà Lanclévy, de devenir chef canton. Donc, pour devenir chef canton, il faut briser l'unité du canton de Baie. Et c'est les choses comme ça qu'il a fait. Elle a commencé par faire distiller dans la presse sur cet site internet. On l'a dénoncé ici. Nous l'avons dénoncé ici en disant que c'est un simple chef de quartier et d'ailleurs que le canton de Baie, c'est un canton cosmopolite et le chef canton de Baie n'a pas vocation à faire la police dans le canton de Baie pour dire aux gens qui doivent manifester, qui ne doivent pas manifester. Je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, les natifs de Baie sont majoritaires dans le canton de Baie. Et donc, comme il s'est senti suffisamment pousser les ailes, il a voulu aller très loin parce qu'il est en quête de reconnaissance. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de marchés, de travaux publics au niveau du ministère du Commerce. On lui avait remis des travaux qu'il a fait, qu'il a bâclé. Il a eu beaucoup d'argent avec de la surfacturation, les travaux de rénovation du bâtiment. Au niveau de certaines rues à Lomé, on lui a donné des travaux qu'il n'a jamais terminés. Au niveau du pont d'Agnier, c'est lui qui a eu ce marché-là, une de ces sociétés qui a eu ce marché-là. Depuis, il n'a jamais fini la construction de ce pont d'Agnier. Il vient d'être d'ailleurs sanctionné il y a une semaine par l'ARCOP. Vous pouvez voir la décision de l'ARCOP. J'ai partagé cette décision avec certaines personnes. Et donc, étant suffisamment riche, parce qu'il est dans les magouilles, il se sent pousser les ailes. Maintenant, il veut aller plus loin que le chef de quartier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que les escrocs ont toujours des méthodes. Un escroc, c'est quelqu'un qui cherche toujours un support pour pouvoir bleuir, ou pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir bleuir ou impressionner ses interlocuteurs. Alors, Lanclévy rêvait d'une rencontre avec Faure Gnassingbé. Il rêvait d'une rencontre ou d'une photo avec Faure Gnassingbé, mais il ne sait pas comment il va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il use de ses moyens pour corrompre les gens dans le protocole d'État. Pour pouvoir obtenir une invitation pour venir présenter les vœux à Faure Gnassingbé. Habituellement, les chefs quartiers ne vont pas présenter les vœux au président de la République, maintenant PC. C'est les chefs cantons. Donc, Faure connaît pratiquement presque tous les chefs cantons de la ville de Lomé. Il connaît Adjalé, il connaît Aklassou, il connaît Sedjuro, il connaît Djidjolé, il connaît, je ne sais pas s'il y a des chefs cantons à Baguida et à Sabado, mais il connaît pratiquement les chefs, les 5 grands chefs qui sont à Lomé. Il les connaît. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'argent à des gens dans le protocole, alors qu'il n'est pas chef canton. Donc, il veut aller saluer Faure Gnassingbé. Or, c'est les chefs cantons seulement qui peuvent aller présenter les vœux. Donc, lui, il est chef quartier. Il donne des moyens dans le protocole d'État et on lui envoie une invitation institut personnel. Alors, le jour de la présentation des vœux, il se glisse parmi les gens et il va présenter les vœux et il va là-bas et il attire l'attention sur sa personne. En fait, au lieu de passer inaperçu rapidement, quand il salue, je pense, le président, je ne sais pas, tout ça, il reste un peu plus longtemps pour prendre les photos, tout ça. Parce qu'il a besoin d'une photo de Faure pour influencer les gens. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Et donc, on s'est rendu compte au niveau de la présidence que c'est un intrus. C'est un intrus. Et là, ils ont commencé à se demander comment il est arrivé là. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Et c'est en faisant les enquêtes qu'ils se rendent compte qu'il a corrompu les gens dans le protocole d'État. Parce qu'il a l'argent. Et donc, ces gens-là ont été sanctionnés. On a affecté les gens au niveau du protocole d'État, on a dégagé les gens. Et par la suite, ils ont passé des consignes pour qu'on le décharge de ses responsabilités de chef de quartier. Parce qu'au niveau de la présidence, eux, ils prennent ce problème sur le plan sécuritaire. Ils se disent, mais si quelqu'un a pu corrompre le protocole d'État pour avoir une invitation pour venir saluer le président alors qu'il n'est pas convié, alors qu'il ne devrait pas être convié, c'est qu'il y a une faille dans le dispositif et que c'est dangereux. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont pu la faire. Ils ont pu la faire sur le volet sécurité. Comment est-ce qu'il a pu arriver là-bas? Et donc, on sanctionne les gens à la présidence et on demande discrètement de le décharger de ses responsabilités. C'est comme ça que le ministre de l'administration territoriale, moi j'avais appris cette histoire il y a plus de 10 jours, a demandé au même Gomado qui lui a remis l'arrêté de le décharger de l'arrêté. Donc, Gomado prend un arrêté et annule
le premier arrêté qui fait de l'Anclivie le chef du quartier de Baie, Adakpame, Colas. Donc, l'Anclivie a été informé qu'il n'est plus chef de quartier, mais il y a un courrier qui a été adressé au chef de Baie, à tous les chefs, pour les informer que l'Anclivie est déchargé de ses responsabilités. Je vais vous lire les documents. C'est intéressant que je parle de ce sujet. Vous allez voir où est-ce qu'on va en arriver. Un instant, je cherche les courriers. Parce que l'Anclivie, il est devenu l'Ancligan. Hein? Il ne se laisse pas faire. Et vous allez voir pourquoi il ne se laisse pas faire. Il a grandi. Vous savez, les escrocs ont toujours besoin d'avoir quelque chose pour justifier leur escroquerie. Tu vois, il est, pour vous faire rire un peu, vous voyez, c'est un chef, il a besoin d'une photo de Faure Gnassingbé dans son bureau ou quelque part pour influencer les gens. Donc, il fallait qu'il voit Faure Gnassingbé lui serre la main et il met la photo de Faure. Vous voyez les gens qui, vous allez dans leur bureau là, ils ont plus de photos de Faure Gnassingbé que les photos de leurs parents. Ils n'ont même pas de photos de leur papa ni de leur maman, mais ils ont les photos de Faure Gnassingbé partout dans leur bureau. Parfois, c'est des escrocs qui font comme ça. Et le jour où il a un problème avec quelqu'un, il va le dire, il peut le dire, il va le menacer. Il va dire, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est les méthodes des escrocs. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il va lui dire, comme il n'a pas fait de très grandes études, il va parler vernaculaire, il va lui dire, les quoi photo la afima ni quoi me gan romini ni to komi blon autoroute be projet le nya me donne moi donc ane me nya ma yo procureur non c'est les bêtises comme ça qu'ils font à Lomé. Ils sont nombreux comme ça, c'est des escrocs. Donc il a besoin d'avoir une photo de Faure Gnassingbé pour continuer son entreprise d'escroquerie dans son bureau. Et donc il fallait qu'il fasse tout pour aller à la présidence. Et donc il est allé à la présidence et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? On décide de lui retirer son arrêté de nomination. Et quand ils ont retiré l'arrêté, le maire, Gomado, on peut voir, a transmis un bordereau d'envoi à tous les chefs. Voilà le bordereau d'envoi. L'arrêté municipal, transmission, l'arrêté municipal, du 5 août, qui annule l'arrêté du 5 août, portant reconnaissance et de la désignation de l'Anclivie Kodjo Neuville. Il a un joli nom, Neuville, chef du quartier d'Adakpame, Pota Colas, dans la commune de Golfe 1. Donc, Gomado annule son arrêté et envoie un bordereau pour informer les chefs. Mais l'Anclivie, il est devenu l'Ancligan. Il m'a dit, mais c'est quoi cette histoire? Il n'a pas voulu se laisser faire parce que quand vous élevez un petit serpent, il devient un grand serpent, il croit qu'il est arrivé. Donc, il va défier l'autorité. Qu'est-ce que l'Anclivie fait? Et il va saisir la chambre administrative de la Cour suprême contre la décision du maire, donc décision contresignée par le préfet, donc pour la légalité de conformité. Donc, c'est des instructions qui sont venues du ministère de l'administration territoriale pour contester l'annulation de l'arrêté qui fait de lui un chef. Donc, il va devant la Cour suprême. Donc, il ne veut pas se laisser faire. Il n'a pas compris que c'est sa bourde à la présidence là qui fait qu'on veut le décharger. Donc, il va saisir la Cour suprême. Donc, vous allez voir au greffe de la Cour suprême, je vais vous montrer ça. Cour suprême du Togo, chambre administrative. On montrait ça tout à l'heure. Voilà, greffe. Cour suprême du Togo, chambre administrative, préfecture du Golfe. Lomé le 20 avril 2026. Madame le greffier en chef de la Cour suprême, affaire M. L'Anclivie Kodjo Neuville contre la commune de Golfe 1, représentée par son maire. Monsieur le ministre de l'administration territoriale. Donc, l'Anclivie va saisir la Cour suprême contre le maire et le ministre de l'administration territoriale. Ça, c'est le greffe de la Cour suprême. Voilà, j'ai l'honneur de vous notifier, si joint en copie, la requête en fin de sursis à exécution de l'arrêté municipal. Donc, il conteste l'arrêté municipal qui le décharge de ses fonctions. Du 24 mars 2026, approuvé le 30 mars 2026, portant abrogation de l'arrêté du ministère de l'administration territoriale, présenté maître Amekou Kafoui, à point Kofi, avocat au barreau du Togo dans l'affaire citée en marge.
Je vous prie de bien vouloir faire parvenir au greffe de la Cour suprême vos observations dans les 48 heures. Donc, c'est une affaire qui a été même connue par la Chambre administrative de la Cour suprême de façon urgente. Je ne sais pas comment ils appellent ça en droit, je pense que c'est en référé, mais rapidement. Donc, ils ont connu l'affaire rapidement. Et qu'est-ce que la Cour dit? Et bizarrement, la Cour donne raison à Lanklivi. Donc, la Cour suspend la décision du maire qui a déchargé Lanklivi de son rôle. Alors, on va voir la requête afin de sursis à exécution. Donc, la requête, ça, c'est de son avocat. Donc, c'est la requête qu'on est en train de défiler là. Et puis, on va voir la décision de la Cour. On va voir la décision de la Cour. Alors, la Cour se réunit, requête afin de pourvoir à Monsieur le Président, Monsieur Lanklivi, chef quartier, contre commune du Golfe, ministère de l'administration territoriale, défendeur au pourvoi, plaise à la Cour suprême, statuant, les faits, par arrêté, je vais vous lire ça, par arrêté de façon 2021, l'exposant, M. Lanklivi, a été officiellement désigné en qualité de chef quartier Potacolas, en application, Depuis sa désignation, l'exposant a exercé ses fonctions de chef quartier dans le respect et des règlements en vigueur, assurant le lien entre l'administration et les populations du quartier de Bekota-Colas. Bon, il conclut, ils vont, vous connaissez les formules juridiques. Et par ces motifs, donc, je peux vous mettre la décision de la Cour suprême à votre disposition, ceux qui veulent. Par ces motifs, déclarer le pourvoi régulier et recevable à la forme. Maintenant, au fond, déclarer bien fondé le pourvoi en ces 4 moyens. En conséquence, annuler l'arrêté municipal. L'arrêté municipal portant abrogation de l'arrêté du 5 août 2021 relatif à la désignation de M. Lanklivi Kodjo en qualité de chef quartier Colas. Renvoyer le dossier devant l'autorité compétente. Donc, la Cour suprême, la Chambre administrative, annule l'arrêté de M. Gomado qui décharge Lanklivi de ses responsabilités et renvoie le dossier devant l'autorité compétente pour qu'il soit statué conformément à la loi. Condamner les demandeurs aux dépens aux anti-dépens. Donc, l'affaire de Lanklivi est devenue une affaire de Lankligan. C'est-à-dire, le pays est devenu, je ne sais pas, le gars a poussé vraiment des ailes. Il agissait dans le quartier là-bas comme un chef milice. Il a distribué de l'argent aux gens il y a 1 an pour qu'on puisse arrêter, taper les militants ou bien ceux qui ont répondu au mot d'ordre de M66. Et il a senti qu'il est arrivé. Il a commencé par défier ceux qui l'ont fabriqué, en commençant par le ministre de l'administration territoriale et le maire Gomado. Et donc, il va saisir la Cour suprême contre eux, la Chambre administrative. Et la Cour suprême lui donne raison. Et la Cour suprême renvoie le dossier à l'autorité compétente, donc le maire et par conséquent le ministère de l'administration territoriale, pour que, si on doit le décharger de ces fonctions-là, on puisse suivre la vraie procédure, parce qu'il conteste la procédure. Donc, voilà l'affaire de Lanklivi là. Donc, c'est un individu sulfureux, un escroc qu'on a pris pour chef alors qu'il n'avait pas les qualités. Normalement, on ne doit pas le prendre pour chef. Et comme il est devenu chef, il a besoin de se rapprocher de Faure Gnassingbé pour influencer et escroquer les gens comme c'est son travail. Et il a plein de chantiers qui sont à l'abandon. Un matin, ils vont le prendre. Il a un nouveau dossier qui est sorti par l'ARCOP. Un matin, ils vont le prendre. Comme on finit par prendre les gens au RPT Uni là. Un matin, ils vont le prendre. Parce que les dossiers pour l'arrêter, il y en a plein. Les magouilles qu'il fait là, pour l'arrêter, il y a plein de dossiers. Donc, un matin comme ça, on va le convoquer devant le doyen des juges et puis on va le prendre. Il ne sait pas que l'ordre de le décharger de sa fonction vient de la présidence. Voilà. Donc, c'est ça. Quand tu fais le compagnie des voyous, et toi-même tu es voyou, c'est comme ça que ça finit. Dans les films des cow-boys, à la fin, ils se tirent dessus. Le plus intelligent, il prend le dessus sur les autres. Donc, voilà.
Alors, quand on parle de l'enclivie, on tombe sur... il y a plein de sujets, hein, mais il y a un gros truc là que je vais partager avec vous. Je vais le laisser vers la fin. Il y a un gros truc là que je vais vous raconter. Il y a un scandale. Ce n'est pas un grand scandale, mais un truc qui montre comment la République fonctionne. Je vais arriver sur ça tout à l'heure. Alors, je vais parler des prisonniers. Je vais parler des prisonniers et profiter pour parler de la justice. Alors, la dernière fois, je vous disais ici, on parlait du cas des prisonniers. On a parlé de tous ceux qui sont actuellement en prison, ceux qu'on a libérés, mais qui n'ont toujours pas retrouvé la liberté. Je vais parler au doyen des juges, je vais parler au procureur de la République et je vais parler au procureur général. C'est important que je parle à ces gens-là et que je leur rappelle que cette vie-là nous réserve des surprises. Parce que ces gens de personnalités ont brisé beaucoup de vies. Ils ont brisé beaucoup de vies. Beaucoup de gens sont morts à cause de par leurs actes. Il faut qu'on le leur rappelle. Monsieur Poyodi, il a été procureur de la République. Aujourd'hui, il est PG, il est procureur général. Monsieur Mahama, aujourd'hui, il est procureur de la République. Et monsieur Aouli non, c'est pas Aouli, il s'appelle Poutouli, c'était son grand frère, Aouli Poutouli qui a fait la TVT. Il est doyen des juges. Je vais vous donner mon exemple à moi. Dans cette vie, il faut faire très attention aux actes que nous posons. Parce que tous les actes que nous posons dans cette vie, il y a ce que les gens appellent le karma. Il y a toujours un retour contre ceux qui posent les actes. Lorsque j'avais été arrêté avec mes deux collègues, père à l'âme de Joël, et qu'on est passé devant le procureur, donc Mahama, lui, il nous a rapidement expédiés parce qu'il avait déjà reçu la consigne de nous expédier. Je vous ai dit que c'est après nous avoir arrêtés que Mahama a appelé le fils d'Agbetome, qui est son ami, qui était démarcheur à la justice, de dire à son père de venir déposer la plainte. On nous avait déjà arrêtés avant que Mahama ne demande à Agbetome de venir déposer la plainte. Et quand on était devant le juge d'instruction, le doyen des juges, il est décédé maintenant. C'est pour ça que j'en parle. C'est un doyen qui a eu à exécuter les plus sales boulots dans les 10 dernières années. Les gens qu'on a arrêtés, les gens qui sont morts en prison, les gens qu'on a torturés, les gens qui sont toujours encore en prison en train de mourir. Ces dossiers étaient dans les mains de ce doyen-là qui s'appelait Adjoli Hyacinthe. Nous sommes passés devant le doyen en audition pendant plusieurs jours. J'ai vu dans les couloirs, et je vous assure que dans le bâtiment isolé qui est au cœur, qui est au milieu de la justice là-bas, pas loin de là où il y a les parkings, c'est là où il y a le bureau du doyen des juges. C'est un bureau qui est totalement sale. Si on vous dit que c'est le bureau d'un doyen des juges, vous n'allez pas croire. À part lui-même, ces toilettes que lui-même il a eu à construire, qui sont dans son bureau, les toilettes qui sont dans le couloir, vous rentrez dedans, vous ressortez. Ça pue l'insalubrité partout. Mais les gens sont dans ça, en train de rendre la justice. Et on prend le téléphone, on les appelle, on les dit, celui-là, il faut le déposer. Celui-là, il faut le déposer. J'ai vu nos frères de Tigre Révolution, tous les jeunes du PNP, ils étaient là-bas, menottés. Beaucoup ont maigri, beaucoup étaient malades. Quand on est sorti, il y a certains qui m'ont appelé. Ils disent, ah, grand frère Ferdinand, faites quelque chose pour nous. Nous sommes en train de mourir. Et ils sont en train de mourir un à un. Il y a eu au moins une dizaine qui sont morts parmi nos jeunes frères là-bas. Et ce doyen des juges-là, puisqu'il a reçu les ordres qui sont venus d'en haut, comme le procureur aussi reçoit les ordres, tout le reste, c'est le cinéma.
il fait semblant de vous écouter, il fait semblant de faire ci, et puis à la fin, il dit, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends. Et c'est un magistrat qui a jugé, qui a connu les dossiers les plus sensibles. Je me rappelle qu'il nous disait que les jeunes de Tigre Révolution, certains sont allés au nord du Bénin pour voir un charlatan, un puissant charlatan, pour faire des gris-gris pour que les balles ne les atteignent pas. Ils ont envoyé des gens chez le charlatan. Le charlatan fait des témoignages. Ils ont mis le témoignage du charlatan contre les jeunes dans le dossier. On a écouté tout ça. L'affaire Adjamabo, Agbeyome, Sativi, tous ces gens-là, c'est le doyen des juges là qui a géré ce dossier-là. Et il a géré ce dossier-là. Il savait très bien que les dossiers-là sont vides. Mais comme il recevait des consignes, il faisait ça. Il a fait ça pendant des années. Je parle de son exemple pour parler aux autres. Il a fait ça pendant des années. En ce moment, il y avait M. Poyodi qui était procureur de la République. Après, Poyodi est parti à la Cour suprême, à la Cour d'appel. Il est maintenant PG. Donc, c'est Poyodi qui était procureur de la République et Adjoli Hyacinthe était doyen des juges. Et beaucoup de jeunes qu'on a arrêtés sont morts, au moins une dizaine. Vous imaginez? Une dizaine de jeunes qui ont été torturés. Quand vous recevez des gens qui vous avouent qu'ils ont été torturés à la police, qu'ils ont été torturés à l'ANR, le juge, il ouvre une enquête contre les tortionnaires et il libère la personne. Parce que les aveux qui ont été recueillis sous la torture. C'est ce qu'on leur apprend à l'école de magistrature. Mais ils passent outre ça et ils détruisent la vie des gens. Ils détruisent la vie des gens. Alors, ce doyen des juges, il était aussi, il participait aussi à beaucoup de conférences avec le CENTIF et tout ça. Entre-temps, on fait des affectations et on le sort. Ils ont peut-être commencé par douter de lui. Ils ont commencé par douter de lui. Je ne sais pas s'il a bavardé quelque part ou il a parlé quelque part. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'ils forment des unités spéciales qui rentrent chez les gens à la maison sans effraction. Vous êtes à la maison, quelqu'un rentre sur vous à la maison sans effraction, dans votre chambre. Vous ne savez pas comment il a ouvert la porte. Ils ont déjà comme ça qu'ils ont formé à Lomé. C'est pour ça que vous voyez à Lomé là-bas ou au Togo, un matin, on apprend que quelqu'un il est mort dans sa chambre. Au Bobé, il est mort dans sa chambre. Ou bien, il est mort dans la douche. Il est mort dans sa chambre, il est mort dans la douche. Ce sont des assassinats déguisés. C'est des gens qui sont spécialisés, qui exécutent des basses besognes. Donc, quelque temps avant la mort de ce doyen des juges-là, je ne sais pas s'il a bavardé quelque part. Les gens disent qu'il était dépassé par ce qu'on lui demandait de faire. Il voulait trouver un moyen pour aller à l'international. Je ne sais pas, je ne connais pas la vérité. Mais il s'est fait que quelques semaines, quelques mois avant qu'il ne meure mystérieusement, il y a des gens qui sont arrivés dans sa maison de façon opération kamikaze. Des gens, des barbouzes sont arrivés dans sa maison par effraction. Il ne sait pas comment ils sont rentrés dans sa maison. Ils ont pris son ordinateur principal et ils ont disparu. Des gens sont rentrés chez lui et ils ont pris son ordinateur principal. Ils n'ont pris que l'ordinateur. Ils sont partis. Vous voyez? Et les gens ont disparu. Après, dans le remaniement, dans les affectations, il a été affecté. Ils l'ont sorti doyen des juges pour le mettre vice-président du tribunal de Lomé. Vice-président du tribunal de Lomé. Et donc, c'est en étant vice-président du tribunal de Lomé, il exerçait toujours ses fonctions de juge qui participe au séminaire sur les flux financiers, l'évasion fiscale. Donc, ils sont partis à une réunion à Abidjan. Ils étaient 2 ou 3. Il y avait le procureur général là-dedans, dans la réunion, dans le voyage. Le poète là, il était dans le voyage. Ils sont partis à Abidjan pour une conférence ou un séminaire. C'est à Abidjan là-bas. Et alors qu'il était en très bonne forme, il est parti, il a voyagé avec ses collègues, 2 de ses collègues qui sont allés à Abidjan, qu'il a commencé par avoir des maux de ventre. Abidjan. Qu'il a commencé par avoir des maux de ventre à Abidjan. Et
l'affaire a dégénéré rapidement. Au lieu de l'hospitaliser en Côte d'Ivoire pour le stabiliser, pour lui permettre d'avoir des soins, les autres ont dit non, le vol, l'avion Lomé-Abidjan, c'est juste 1 heure, il faut qu'il rentre à Lomé. Donc, ils l'ont ramené à Lomé au lieu de l'amener directement aux urgences en Côte d'Ivoire pour qu'il soit soigné. Ils l'ont envoyé, ils ont dit non, il faut qu'on rentre à Lomé. C'est une affaire très mystérieuse. Hein? Ils disent non, il faut qu'on rentre à Lomé. Il est rentré à Lomé dans un fauteuil roulant, en train de se tordre de douleur. On le prend immédiatement de l'aéroport, je pense qu'on l'amène à Tokoin ou bien à Doc Talafia, et puis il décède dans les heures qui suivent. Il décède dans les heures qui suivent. Il s'appelle Yacine Tadjoli. C'est lui qui a connu notre dossier. Il décède dans les heures qui suivent. Et son décès a provoqué quelque chose d'assez effrayant, non seulement dans la magistrature, mais aussi dans sa famille, parce que les gens se sont dit, il s'est passé quelque chose. Même son inhumation, il y a eu toute une polémique autour de son inhumation. Alors, voilà quelqu'un qui a servi pendant des années le système, qui a participé dans son rôle de doyen des juges à détruire des vies des gens. Et un matin, je présume que le système s'est débarrassé de lui comme ça. Alors, je parle de son exemple pour